La préparation des examens, je vous propose aujourd'hui une révision générale d'un certain nombre de thèmes en rapport avec le cours d'introduction à l'étude du droit. Donc aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi la différence entre le droit objectif et le droit subjectif. Nous allons également voir les conflits de loi ainsi que les solutions qui sont apportées par le législateur pour régler les conflits de loi. Nous allons également voir la preuve des actes juridiques et la classification des biens. Premièrement, la différence entre droit objectif et droit subjectif. La différence entre droit objectif et droit subjectif réside tout simplement sur le fait que quand on parle de droit objectif, nous sommes sur le terrain de la normativité. Nous sommes sur le terrain des règles. Par exemple, quand on parle du droit sénégalais, des règles à caractère juridique qui s'appliquent au Sénégal, nous faisons référence au droit objectif sénégalais. Alors que le droit subjectif, c'est l'ensemble des privilèges personnels qui sont reconnus au sujet de droit par le droit objectif. Donc quand on parle de droit subjectif, nous sommes sur le terrain des privilèges personnels. Quand vous dites j'ai le droit de faire tel, j'ai le droit de propriété sur tel bien, ça c'est un droit subjectif, un droit qui t'appartient personnellement. Donc voici la différence entre droit objectif et droit subjectif. Le droit objectif, c'est des règles, des normes qui s'appliquent, bien qui sont appelées à s'appliquer, alors que les droits subjectifs sont des privilèges, des prérogatives qui sont reconnues au sujet de droit par le droit objectif. Maintenant, on va rapidement passer à ce qu'on appelle les conflits de loi dans le temps. C'est quoi un conflit de loi dans le temps? Il y a conflit de loi dans le temps lorsque deux lois se succèdent dans le temps ayant la même portée et le même objet à l'absence d'une disposition transitoire. Donc les conflits de loi supposent l'existence d'une loi ancienne et l'existence d'une loi nouvelle. Très souvent, les conflits de loi sont réglés par ce qu'on appelle une disposition transitoire. Une disposition transitoire, c'est une disposition de la loi nouvelle qui fait la répartition des compétences entre la loi ancienne et la loi nouvelle. C'est-à-dire la disposition transitoire va dire qu'entre telle date et telle date, c'est la loi nouvelle qui s'applique et entre telle date et telle date, c'est la loi ancienne qui va s'appliquer. Donc dans cette hypothèse-là, il n'y a pas possibilité qu'il y ait un conflit de loi dans le temps parce que la disposition transitoire vient régler en amont le problème. Mais dans la majorité des cas, ou bien très souvent également, on rencontre des problèmes liés au conflit de loi dans le temps. Donc, il y a nécessité d'essayer de voir comment régler les conflits de loi dans le temps. Le premier principe qui permet de résoudre un conflit de loi dans le temps, c'est le principe de l'effet immédiat. Et le deuxième principe dégagé par le législateur est le principe de la non-rétroactivité. Ces principes, vous les trouverez dans l'article 2 du Code civil français, dans l'article 831 du Code de la famille du Sénégal. En ce qui concerne le principe de l'effet immédiat, ce principe signifie que la loi nouvelle, dès son entrée en vigueur, doit être appliquée. C'est-à-dire la loi nouvelle doit recevoir application à partir de son entrée en vigueur. Alors que le principe de la non-rétroactivité signifie que la loi nouvelle ne doit pas retourner dans le passé pour saisir des faits qui sont antérieurs à son entrée en vigueur. C'est-à-dire la loi nouvelle ne peut pas s'appliquer ex post facto, ne peut pas s'appliquer aux faits qui sont antérieurs à son entrée en vigueur. C'est ça le principe
de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. Maintenant, ces principes-là comportent des exceptions. En ce qui concerne le principe de l'effet immédiat, l'exception au principe de l'effet immédiat, c'est la matière contractuelle. Quand nous sommes en matière contractuelle, la loi nouvelle ne s'applique pas aux contrats qui sont conclus conformément à la loi ancienne. L'explication qui sous-tend cette exception, c'est qu'en matière contractuelle, il y a l'autonomie de la volonté. Le principe de l'autonomie de la volonté, de la liberté contractuelle, est un principe affirmé en droit des contrats. C'est la raison pour laquelle un contrat conclu conformément à une loi ancienne reste soumis à la loi ancienne parce que c'est la volonté des parties. Mais il faut également faire observer que la loi nouvelle, même si elle intervient en matière contractuelle, si elle est d'ordre public, elle doit s'appliquer immédiatement. Donc, c'est une réserve qu'il faudra comprendre. Si la loi nouvelle est d'ordre public, même si nous sommes en matière contractuelle, elle doit s'appliquer immédiatement. En ce qui concerne le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, l'exception, bien les exceptions, parce qu'il s'agit de 3 exceptions. La première exception, c'est les lois expressément rétroactives. La loi expressément rétroactive, c'est une loi dans laquelle le législateur lui-même dit que cette loi va retourner dans le passé pour saisir des faits qui sont antérieurs à son entrée en vigueur. Donc c'est le législateur qui déclare expressément que la loi va retourner dans le passé. La deuxième exception, c'est les lois dites interprétatives. Une loi interprétative est une loi qui vient éclairer le sens d'une loi qui existait. Par exemple, une loi de 2022 qui vient éclaircir le sens d'une loi de 2015. C'est juste pour permettre aux gens de mieux comprendre ce qu'a voulu dire le législateur. Donc, ces lois-là rétroagissent parce qu'on considère que ces lois n'amènent pas de choses nouvelles. Donc, elles sont censées entrer en vigueur au même moment que les lois qu'elles interprètent. La dernière exception, c'est les lois pénales plus douces. Une loi pénale est plus douce lorsqu'elle supprime une incrimination ou bien diminue la peine attachée à cette incrimination-là. Cependant, pour bénéficier de la loi nouvelle, qui est plus douce, il faut que le prévenu n'ait pas encore fait l'objet d'une condamnation définitive. Cela veut dire que lorsque vous faites l'objet d'une condamnation définitive, si une loi nouvelle entre en vigueur, même si elle est plus douce, vous ne pourrez pas en bénéficier. Cependant, si une loi nouvelle intervient avant votre condamnation définitive, si elle est plus douce, vous pourrez en bénéficier. Maintenant, c'est quoi une condamnation définitive? La condamnation est définitive dans 2 hypothèses. La première hypothèse, celle qui est la plus courante, c'est lorsque vous êtes condamné par la juridiction supérieure. La juridiction suprême, au Sénégal, c'est la Cour suprême, en France, c'est la Cour de cassation. Donc, si cette juridiction vous condamne, la condamnation elle est définitive parce qu'elle n'est plus susceptible de recours. La deuxième hypothèse, c'est lorsque vous êtes condamné par une juridiction de premier degré ou bien par la Cour d'appel et que vous n'avez pas respecté les délais qui vous ont été donnés pour contester la décision, les délais pour faire appel donc, ou bien les délais pour faire un pourvoi en cassation. Vous n'avez pas respecté les délais de procédure et nous savons que les procédures sont encadrées dans des délais. Donc quand vous ne respectez pas, autant pour moi, ces délais de procédure-là, vous perdez le droit de contester la décision. Donc, la décision devient définitive. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'on vous demande, ou bien lorsqu'on vous donne un délai d'1 mois pour contester une décision, vous attendez 2 mois ou bien 1 an. Donc, si vous revenez, vous n'avez plus la possibilité de contester la décision. Donc, la décision est définitive. Si une loi pénale nouvelle plus douce intervient après, vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc, la condition pour bénéficier d'une
loi pénale plus douce, c'est qu'on n'ait pas fait l'objet d'une condamnation définitive. Après cette réflexion autour des conflits de loi dans le temps, voyons à présent la preuve des actes juridiques. Dans le cadre de la preuve des actes juridiques, il faudra d'abord chercher à savoir qui doit prouver, c'est-à-dire sur qui pèse le fardeau de la preuve, sur qui pèse la charge de la preuve. L'article 9 du COCC, Code des obligations civiles et commerciales, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en établir l'existence. C'est une consécration de cette maxime actori incubit probatio. La charge de la preuve incombe au demandeur. Donc, dans le cadre d'un procès civil, il y a forcément le demandeur et le défendeur. Le demandeur, c'est celui qui a saisi le juge pour demander l'exécution d'une obligation. Celui qui demande quelque chose en justice, c'est lui le demandeur. Et celui qui est traduit en justice, c'est lui le défendeur. Donc, la loi dit que c'est le demandeur qui doit apporter la preuve. Cependant, ça, c'est le principe. Il y a possibilité qu'il y ait renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire, là, ce n'est plus le demandeur qui prouve, mais c'est le défendeur. D'abord, il y a renversement de la charge de la preuve lorsque le débiteur prétend que l'obligation est inexistante ou éteinte. Par exemple, lorsque une personne demande au défendeur l'exécution d'une obligation, par exemple le paiement d'une somme de 2 millions de francs CFA, il ne conteste pas l'existence, mais conteste le montant de la dette. Donc, lorsque vous ne contestez pas l'existence de l'obligation, mais vous contestez l'ampleur, la nature, la quantité ou la qualité de ce qui est demandé, là, vous supportez la charge de la preuve parce que vous ne niez pas l'existence. En disant par exemple que je vous ai déjà payé la moitié, ou bien oui, vous m'avez donné de l'argent, mais ce n'était pas 4 millions, c'était 2 millions, vous acceptez en filigrane qu'on vous a donné quelque chose. Donc vous acceptez que ça existe. Et que dit l'article 9 ? L'article 9 dit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en établir l'existence. Donc si vous acceptez l'existence, la personne n'a plus à prouver l'existence. C'est ce qui explique que dans ces conditions-là, il y a renversement de la charge de la preuve. Il peut également y avoir renversement de la charge de la preuve lorsque celui qui saisit le juge bénéficie d'une dispense de preuve. La dispense de preuve, c'est lorsque la loi pose une présomption en votre faveur. C'est-à-dire, lorsque vous demandez quelque chose et que la loi vous dit que dans ces conditions-là, vous n'êtes pas tenu d'apporter la preuve. Si l'autre partie n'apporte pas la preuve, vous avez raison, vous allez gagner le procès.